Salut tout le monde, on est parti pour une petite vidéo, tu te mets en file et tu prends ton ticket. Hey, mon pote, allez, prends ce ticket, mène-toi. Tu le prends, oui ou non, ce ticket? Allez, prends le ticket. T'en as besoin, c'est ça? Ne l'oublie jamais le visage. Et c'est parti. Salut! Je m'appelle... Déjeuner gratuit, service bilingue, prise en charge complète. Pourquoi pas? Quelle est la suite des événements? La suite des événements, c'est qu'on va s'intéresser au complot. Alors, On n'arrête pas d'en entendre parler dans nos écrans, nos médias, nos TV, nos journaux, même le gouvernement nous bassine avec, au point même de le punir. On n'arrête pas d'en voir dans les villes, les campagnes, les réseaux sociaux. Ils sont là! Ils sont dans les campagnes, dans les villes! Je parlais de vos sur les réseaux sociaux! À propos de tout et de n'importe quoi. Des épidémies, des juifs, des francs-maçons, de la finance, des Illuminati, de la banque, de Dieu, de la Terre plate, des reptiliens et même des cryptos. Et il y en a pour tout le monde, je veux bien sûr parler des complots. Ces petites idées lancinantes qu'on peut avoir dans nos têtes et qui ne peuvent aller que jusqu'au grand délire. D'ailleurs, essayer de parler avec un conspire, c'est comme parler avec un croyant fanatique. Il est incapable d'entendre d'autres arguments que ceux qu'il avance. Et pourtant, il a un esprit critique. Un esprit critique qui tourne en rond. Qui ne sert plus à rien puisqu'il tourne en rond avec toujours les mêmes marottes, points fixes mises en exergue jusqu'au grand délire. Pensée magique, pensée conspirationniste, ça fait partie de nos biais cognitifs à tous. Ou comment passer du doute raisonnable au délire le plus complet. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et vous allez voir qu'on peut même en faire un rapport avec le trading. Mais quoi de mieux que deux conspires qui se prennent la tête plutôt qu'un seul? Le fait n'est pas dire que les complots n'existent pas, il y a des complots tous les jours, mais la mécanique conspirationniste a cela de très fort qu'elle va t'éloigner de ce qui se passe sous tes yeux. Et crois-moi, il y en a déjà bien assez comme ça pour aller chercher des petits hommes verts et autres Illuminati. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le doute, le secret, l'imprévu, ce que l'on ne peut pas gérer, eh bien tout ça sont des éléments essentiels à la mécanique de mise en marche du fantasme. Évidemment, actu oblige, nous allons commencer par parler du complot autour du coronavirus, de la Chine, de l'évasion du virus d'un labo P4, et ensuite nous parlerons de certains individus, de certaines idées, qui je ne sais pas si elles sont conspies, mais en tout cas, elles agissent selon un plan, et un plan idéologique parfaitement déterminé. D'ailleurs, peut-être qu'il est là le vrai complot, ne jamais remettre en cause l'idéologie. la suite des événements, c'est qu'on va s'intéresser au complot. Alors, C'est quoi le complot? et soumis à la domination américano-sioniste, avec comme avant-garde effectivement Israël. Mais c'est pas le monde judéo-chrétien contre l'islam qui a en fait l'oligarchie américano-sioniste et judéo-protestante contre le reste du monde en réalité. Ils sont tous d'ailleurs des soumis à la domination américano-sioniste, uniquement par Poutine. Il y a des sunnites que des chiites, ça c'est aussi les sionistes et les satanistes, les féministes hystériques à Saint-Alaire qui viennent profaner les églises et scier des croix, qui attaquent aussi des mosquées, mais jamais les synagogues. C'est l'Occident. C'est ceux qui ont balancé 2 bombes atomiques sur les Japonais. C'est ceux qui ont fait Dresde. C'est ce messianisme américano-protestationniste qui est la mise au pas du monde à coups de pompe dans le cul par les peuples les plus guerriers qui aient jamais existé. La diplomatie russe, la diplomatie chinoise, la diplomatie iranienne, les peuples les plus guerriers qui aient jamais existé. Le pouvoir bancaire mondial qui veut cacher qu'il est en train de mettre le monde en faillite et que le dollar ne vaut plus rien. Quel autre projet ça sert? Le grand Israël. Projet eschatologique, satanique, géopolitique et économique. Capitale de la paix mondiale retrouvée, grand Israël. Comme l'a bien dit Attali, vous aurez le nouvel ordre mondial avec Jérusalem comme capitale, vous l'aurez soit avant la Troisième Guerre mondiale, soit après. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on dira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre? Non, Ou à la place de non, je veux dire après la guerre. Après la guerre, oui. Après la guerre ou à la place de la guerre. On fait une guerre ou est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce Ça passera par des millions de morts. Et ça, c'est la menace et la promesse d'Attali. Et qui essaie de résister par tous les moyens pacifiques? Attali. Que je salue d'ailleurs parce c'est un rabbin très honnête. Il dit tout. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai envie de lui dire merci. J'espère que ça pourra faire avancer nos droits, ici. Alors on voit que en ce moment il y a énormément d'éléments conspirationnistes qui tournent autour du coronavirus. Par exemple, le premier qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ça vient d'un labo ou pas? Effectivement, c'est une pensée qui est naturelle. Je veux dire, est-ce que quelqu'un aurait intérêt à faire une guerre bactériologique? C'est un élément à prendre en compte.
Dans ce cas-là, on pourrait déjà se poser la question, pourquoi il prend pas un virus bien plus virulent que ce virus à très faible mortalité pour l'instant, ok? Et aussi, s'il y avait un virus qui s'est échappé du laboratoire P4 de Yuan, comme le dit la thèse conspirationniste, parce que la thèse c'est de dire oui mais regardez c'est quand même bizarre, il y a un labo qui est ici, et à 2 km du labo, il y a un marché, donc c'est forcément faux, c'est forcément le labo qui a émis ce virus. Alors peut-être que la première question qu'on puisse se poser, c'est peut-être normal qu'un laboratoire P4 se trouve dans des lieux où il y a effectivement beaucoup d'épidémies, beaucoup de virus et de bactéries. Si tu vas en Inde, qui est quand même une espèce de shit-hole, tous les laboratoires P4 sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a du boulot pour eux, parce qu'on trouve environ 1000 virus et bactéries par jour. Donc je sais pas si t'imagines, il y a du taf pour eux. Quel intérêt pour un laboratoire P4 de se mettre au fin fond de la Belgique ou au fin fond de l'Italie? Ça n'a pas de sens. On va là où il y a des épidémies, d'accord? Pour que les scientifiques puissent bosser justement sur ces épidémies. Alors après, il est toujours possible que que ça soit une réalité, qu'il y ait des gens qui aient des intérêts à ça, à balancer un virus, mais pourquoi choisir ce virus-là? Enfin, pour moi, ça a quand même assez peu de sens. Mais on voit que c'est pas déconnant de penser qu'un labo va dans les lieux où il y a des épidémies. Moi, ça me paraît normal. Et la pensée du conspirationniste, c'est une pensée qui est uniquement à base de biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, à la base, ça a été développé par 2 chercheurs pour expliquer certaines tendances dans les domaines économiques. C'était dans les années 70, puis ensuite, ça a été développé, si vous voulez, en psychologie cognitive et sociale. Et c'est tout à fait logique. Et des biais cognitifs, on en a tous. J'en ai, vous en avez. On en a en particulier dans les moments où on doit prendre des décisions rapides, intuitives. Il faut savoir qu'on vit dans un monde avec énormément d'informations. C'est même de la surinformation. Donc forcément, à partir de ce moment-là, ça va faire beaucoup de tests conspirationnistes à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité de traiter ou de vérifier toutes ces informations. Et donc on peut avoir un raisonnement analytique complètement foireux. Hein. Et c'est en général la base du conspirationniste. Et on trouve ça chez des intellectuels éminents. Ok, parce qu'on a tous des biais cognitifs, on a besoin pour une zone de confort. Ok, mais il y a des biais cognitifs qui sont plus mauvais que d'autres parce qu'ils vont nous faire penser vraiment de la merde. Le premier, c'est le biais de confirmation, par exemple, c'est le plus connu. Le biais de confirmation, c'est que tu penses par exemple que les juifs et les francs-maçons gouvernent le monde, et donc tu vas te chercher que des preuves qui vont dans ce cas-là. Alors évidemment qu'il y a des formations qui sont dans les cercles de pouvoir, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. C'est pas pour dédouaner telle ou telle conclusion, c'est dire que pour l'instant, t'en sais rien. Les biais de confirmation, ça va être une tendance à chercher tout ce qu'affirme ton hypothèse, d'accord? Et oublier tout ce qui va à côté, qui pourrait être des éléments contradictoires. Ensuite, il y a les biais de croyance. Le biais de croyance, c'est pour moi, les conspirationnistes sont des croyants, profondément. Ils ont besoin de croire en quelque chose, dans une époque où on est quasiment à l'époque de l'homme-dieu, on a besoin de croyances rassurantes, et il y a ce biais qui est un biais important, on a besoin de croire en quelque chose. Les biais de confirmation et les biais de croyance en général se lient très très fort. Par exemple à l'époque il y avait BitConnect, on disait aux gens rentrez pas dedans, etc. Ils y croyaient tellement fort, et d'ailleurs leur réponse en général elle est pareille que celle des croyants les plus fanatiques, c'est l'insulte, le déni, le refus, etc. Le biais de confirmation par exemple ça va être de chercher des choses, par exemple on est tout en haut d'une bulle, tu sais que tu vas sortir, mais tu vas chercher des confirmations pour y rester, c'est le moment où tu vas acheter alors que c'est le moment où il faut vendre, par exemple. Et donc t'as plein de biais comme ça, et qui sont tous liés à ces pensées qui vont nous faire prendre les mauvais choix au mauvais moment. L'illusion du savoir aussi, qui est quelque chose qui va en fait avec le biais de confirmation et le biais de croyance. Par exemple dans le biais de croyance, on va trouver, je vais prendre par exemple dans l'islam, que la Terre est plate, ok, c'est dit, qu'il y a un rideau de fer qui se trouve quelque part sur le globe, mais rien n'a jamais été prouvé là-dedans, bien au contraire, on a plutôt des affirmations contraires qui nous prouvent que la Terre est ronde, etc. Et pourtant on va trouver des platistes. Et c'est des gens qui sont dans ces biais-là, c'est-à-dire que tout ce qui va dans leur sens, ils vont justifier comme une preuve, sans voir les vraies preuves qui sont à côté. Donc l'illusion du savoir aussi, elle est importante parce que c'est se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité et pas chercher à recueillir d'autres informations. On l'a vu avec BitConnect, c'est exactement ça. Et souvent, je vous dis, les gens ils réagissent de manière très très mauvaise quand on leur dit que bah non, ça peut être un peu plus complexe que ça, parce que souvent, quand on va avoir ces gens qui ont des biais d'affirmation, de l'illusion de la croyance, de l'illusion du savoir et de la croyance, des biais cognitifs comme ça, eh bien, ça va donner chez eux un sentiment de toute puissance qui va tout de suite au déni. C'est-à-dire que pour eux, t'es un incroyant. Tu deviens l'être coupable de ce qu'ils dénoncent. S'ils dénoncent des juifs, ou toi t'es le goyim qui travaille avec eux, les francs-maçons t'es à leur solde, etc., etc. Et tout devient complètement paranoïaque en réalité. Et tout ça est uniquement dû à des biais cognitifs. Alors en ce moment, il y en a pas mal, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a autant chez les gouvernants que chez les gouvernés. Aujourd'hui, on voit que le professeur Raoult est considéré comme une espèce de dieu qui va sauver l'humanité. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à, par exemple, si on avait un problème dans le trading, à faire confiance à un trader, dans le mining, un mineur, et dans la science, un scientifique.
Mais aujourd'hui, on voit que tout se mélange, politique, scientifique, etc. Et ça a quasiment plus aucun sens. Mais on voit au final que les gouvernants, sont autant en panique et sont autant victimes de biais cognitifs que les gouvernés. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le peuple qu'on voulait voir disparaître, parce que Raoult, ça serait le gilet jaune quasiment aujourd'hui, et l'élite qui est en face de ça, qui déteste, qui voulait détruire ces gens-là, hein, profondément, se retrouve dans un perclus, dans une situation idéologique dans laquelle elle n'arrive pas à sortir, et on en a plein d'exemples. On en a avec Sibia Tendai. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je sais pas l'utiliser. On en a avec le professeur Cohen, magnifique vision. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas sûr de ça? On est bien d'accord sur une pathologie en réduisant la circulation de l'agent pathogène. Il y a des vaccinations pour les maladies qui ne sont pas contagieuses. Comme le tétanos par exemple. Si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il faut se vacciner pour protéger les autres. Pardon, c'est l'INSERM, c'est des grands spécialistes de santé publique. Non mais c'est de recommencer la vaccination HPV. Hein. Ah bon? Oui, et actuellement il y a... Je pense que... La rougeole, la méningite C... Alors, la rougeole... Enfin, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe, si... Le poliomyélite, un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a de cas de poliomyélite autochtones en Europe depuis 40 ans? Oui. 0. Et quelle est la couverture vaccinale? C'est 97%. Non, ça surtout ça. J'entends, mais c'est un vaccin combiné DT polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Là, on a le droit à une séquence parfaitement hallucinante, avec un Cohen déchaîné qui se prend pour un professeur, alors qu'il n'est qu'un simple petit journaliste, et encore journalion, qui est d'une arrogance qui est quand même crasse face à un professeur émérite, parce que quoi que tu dises, que tu critiques sa démarche ou pas, ce mec, il est ce qu'il est, j'en ai parlé dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente, et on va voir qu'il énerve aussi les médias. On pourrait partir dans la conspiration, oui, mais les médias ils se mangent tous dans la main. Et bien vous allez voir que c'est pas si évident que ça, parce que si vous connaissez Raoult, c'est tout simplement parce que en fait Bernard Arnault l'a mis en avant. Ok, il possède pas BFM TV, donc il possède d'autres chaînes sur lesquelles on dit plutôt du bien de Raoult, et c'est lui qui l'a lancé parce qu'ils se connaissent, etc., et que lui croit à ce traitement. Il n'est pas le seul. Donc on a une divergence dans l'élite médiatique et dans l'élite même du gouvernement, parce que t'as des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Mais on va voir après pourquoi ils sont contre. Et là, vous allez voir qu'on va rentrer dans la Big Pharma. Mais avant, on va écouter cette petite séquence. Didier Raoult est-il le gilet jaune des blouses blancs? Tout est étonnant chez ce personnage. D'abord son physique. Il ressemble à une sorte de druide et il promet une potion magique. Adolescent, il adorait porter des manteaux de fourrure au lycée. Effectivement, un personnage assez étonnant. En gros, il dit aux autres, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des imbéciles. C'est un non-conformiste de l'establishment, qui est invivable, qui est d'ailleurs un peu déséquilibré, accessoirement, psychiquement. C'est un mandarin qui se prend pour un Messie 2.0. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette double dimension. Il y a aussi la dimension prophétique. Il se veut un prophète. Le génie contre les mandarins, c'est le Marseillais contre les Parisiens, il y a de ça aussi. C'est quelqu'un qui insupporte, mais ça n'est pas quelqu'un qu'on puisse négliger. Si je puis me permettre, il est dans la grande tradition mandarinale. Mais absolument. C'est-à-dire deux gens qui ont des coups de génie et qui ensuite deviennent des gourous. On a le droit d'être un homme de théâtre, on a le droit même d'être génial. On n'a pas le droit d'être irresponsable. Le danger, c'est qu'on suive tout ce qu'il raconte. Dans le temps, c'était le Christ, la Vierge Marie et le saint du quartier. Bon, aujourd'hui, ce sont des grands médecins, des grands scientifiques. Le problème, c'est que il faudrait pas que les scientifiques donnent des avis consensuels. Sauf quand c'est évident pour tout le monde, c'est clair, donc ils disent, c'est ça la règle. Les malades qu'il guérit étaient pas malades avant, enfin, ou pas morts, ils n'avaient pas de symptômes graves, donc nous voilà dans une situation... Code chinois, et les Chinois disent on peut rien dire. Oui, mais ce que dit Raoult, c'est que les doses n'étaient pas les bonnes. Voilà, j'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 février, il va à la télévision et il dit mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus. Ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. C'est pas parce qu'il y a 3 Chinois qui éternuent que tout le monde doit se mettre au garde à vous. Prends la discussion puisqu'on est d'accord. Voilà, donc qu'il arrête, qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire je suis un génie. Elle est trop facile. Non, mais trop facile de journée sans le Raoult. C'est ça. Mais on est d'accord. Il y a la marque de ce genre de mec. Non mais Dany, on est d'accord, il y a 3 problèmes. Il y a la personnalité de Raoult, il a réussi à... Que dire après ce spectacle? Je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. On va arrêter avec le cirque médiatique, de toute façon on sait très bien que ces gens-là sont des pontins. On va écouter des gens beaucoup plus sérieux, on va écouter notre ministre de la Santé, nous faire des promesses que vraiment on a envie de croire, puis on va voir ce que ces promesses donnent. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques et je le ferai à chaque fois que ce sera nécessaire. Plusieurs millions de masques. Qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité, qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique. Dans quel délai, Olivier Véran? C'est un cri d'alerte d'urgence, hein, c'est immédiat.
Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a, et notre stock va se finir d'ici 3 jours. On a besoin pour les libéraux, en France, d'au moins 1 million de masques par jour. 1 million de masques par jour, par jour. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques, ils ont été promis par le chef de l'État lundi, pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger, mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. La France est prête. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. C'est pour ça, par exemple, que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir assurer les transports individualisés pour des soignants dans les hôpitaux, dans les grandes métropoles. C'est pour ça que nous donnons aussi des indications à l'ensemble des soignants comme à l'ensemble des Français sur le respect des gestes barrières, du lavage des mains, de la protection individuelle et collective, que ce soit au travail ou en dehors du travail. C'est là, il faut qu'on sache si on a un tube ou pas. Ce patient a 79 ans. Je pense que vous avez le coronavirus, monsieur. Ouais. On n'aura pas les résultats aujourd'hui, mais j'en suis presque... Je ne sais pas. On ne sait pas. Beaucoup de monde là en ce moment et... Je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde qui l'a. Parce qu'il souffre d'une pathologie lourde, un premier médecin a estimé qu'il ne valait mieux pas poursuivre les soins en réanimation. Ce seraient des souffrances inutiles. J'appelle la Réa de Strasbourg. Je vous appelle pour avoir un deuxième avis, pour savoir si on réanime. Un deuxième avis parce qu'on a un patient de 79 ans qui a... Vous pensez qu'il ne faut pas non plus? Oui, je sais. D'accord. 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 Ok. Bon, merci. Au revoir. Je pense pareil. Votre main dedans. Mettez la main. C'est difficile pour tout le monde, je pense que... Ouais. Vous aviez déjà... Alors on le voit, il ne s'agit pas tant de complot au final que d'incompétence. Le problème avec ces gens, politiques, médias, etc., c'est qu'ils sont enfermés dans une bulle. Et cette bulle, on pourrait l'appeler l'idéologie. Et maintenant, on va décrypter ce qu'est cette idéologie. Je vous rappelle que le virus n'avait pas de frontières, donc il ne fallait pas fermer les frontières. On va pas tout énumérer leurs conneries parce que je pense qu'on y passerait la soirée. Mais vous avez compris. On va parler de cette idéologie. Cette idéologie, j'en parle souvent, c'est le mondialisme. Et on va voir ce qu'est le mondialisme. On va voir que le mondialisme, c'est une idéologie très complexe. Y a les méchants et les gentils. Y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Elle se repose sur différentes philosophies, deux en particulier, le libéralisme et le marxisme. Et c'est une idéologie révolutionnaire. Et comme chaque idéologie révolutionnaire, en tout cas de gauche, toutes les idéologies révolutionnaires de gauche se basent sur le concept de l'homme nouveau. Alors on le retrouve dans le communisme, qui est plutôt un homme nouveau déraciné en réalité. Le fascisme, qui de base était de gauche, mais qui a fait la synthèse en réalité avec la droite catholique, parce que justement, basé sur l'anticapitalisme, basé justement parce que ici c'est un homme nouveau, mais enraciné. D'accord? Donc ils ont arrivé à faire une jonction. Et on retrouve aussi ça dans le socialisme national, ou plutôt national-socialisme comme on dit, mais c'est un socialisme, c'est une idéologie de gauche, c'est une idéologie de prolétaire. Hein. Toutes ces idéologies, c'est des idéologies pour prolétaires. On a bien compris que ça s'adresse pas à la droite aristocratique, absolument pas. Donc évidemment le national-socialisme, et on le retrouve dans le mondialisme, qui profondément est marxiste culturellement, bien que basé sur des dogmes libérales, tout en les fondant dans une vision collectiviste du monde et de l'individu. C'est assez complexe à comprendre. Pour le mondialisme, il n'y a pas de peuple, de race, il n'y a que des consommateurs, libérés de leurs histoires, de leurs racines, de leurs traditions, de tout ce qui fait un individu sain, en réalité.
On va l'expliquer ici avec Attali, qui le présente parfaitement dans ses livres, et j'en ai plusieurs, je vous invite à les lire et à les voler, parce que ça sert à rien de filer du pognon à ce mec-là, parce que lui définit réellement ce qu'est le mondialisme, et bon, à travers plusieurs bouquins, il y a le mondialisme heureux, etc. J'en ai plusieurs, là je vais vous lire quelques passages pour que vous compreniez ce qu'est cette doctrine. Alors écoutez ça, c'est assez gratiné quand même. Les forces du marché prennent en main la planète, ultime expression du triomphe de l'individualisme. L'argent en finira avec tout ce qui peut lui nuire, y compris les États, qu'il détruira peu à peu. Mais les États-Unis d'Amérique succomberont vers 2035 à la suite d'une très longue bataille. Écoutez, 2035 c'est la fameuse guerre écologique. Ok, vous vous souvenez, c'est ce qu'on nous en a parlé pendant des mois là. À la suite d'une longue bataille en plein milieu d'une grave crise écologique. Il a écrit avant, il prophétise beaucoup. Vaincu sur les marchés financiers et par la puissance des grandes entreprises, épuisés financièrement et politiquement, les États-Unis cesseront de gérer la planète, restant toutefois la puissance majeure d'un monde devenu provisoirement polycentrique. Puis, vers 2050, donc là on peut observer qu'il y a un plan qui se déroule depuis longtemps, et qui voit très très loin. Le marché, devenu la loi unique du monde, formera ce que je nommerais l'hyper-empire, insaisissable et planétaire, créateur de richesses marchandes et d'aliénation nouvelles, de fortune et de misère extrême. La nature y sera mise en coupe réglée. Tout sera privé, y compris donc ce qui pourrait être le rêve libertarien, mais on va voir que lui il veut pas en arriver là. Y compris l'armée, la police et la justice. L'être humain sera alors harnaché de prothèses avant de devenir lui-même un artefact. Là c'est horrible. Vendu en série à des consommateurs devenant eux-mêmes artefacts. Donc là on est vraiment dans le grand délire. Les nouveaux objets de consommation majeurs apparaîtront, que je nomme des surveilleurs. Alors des surveilleurs, vous en avez déjà. Quand vous faites les trucs là Google que vous avez chez vous, OK Google qui vous pose des questions, c'est des surveilleurs. Permettant de mesurer et contrôler la conformité aux normes. Donc c'est sympa le monde. Hein. Chacun deviendra son propre médecin, professeur, contrôleur. L'autosurveillance deviendra la forme extrême de la liberté, je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça la liberté, et la peur de ne pas satisfaire à des normes en sera la limite. Quiconque voudra ne pas faire connaître ses appartenances, ses mœurs, son état de français ou son système de formation sera a priori suspect. Donc lui, son système idéal, c'est la Chine. C'est Black Mirror, hein, le truc. Des compagnies d'assurance devenues régulateurs du monde, ils fixeront les normes auxquelles devront se plier les États, les entreprises, les particuliers, les ressources se font plus rares, les robots plus nombreux. Je suis assez d'accord sur plein de choses, en réalité, parce que ça pourrait être un monde génial, mais gouverner avec des gens comme ça va être horrible. Chacun se verra proposer d'être auto-réparé, puis de produire des prothèses lui-même, et enfin d'être clone. Donc là, on est vraiment dans la philosophie de la science extrême, où il y a des bons côtés, mais là c'est vraiment le durant délire. L'avènement de l'hyper-empire dirigé par des hyper-nomades, toujours ce délire d'hyper-nomade, au détriment des sédentaires, conduira chacun à devenir le rival de tous. On se battra pour le pétrole, pour l'eau, pour conserver un territoire, pour le quitter, pour imposer une foi, pour en combattre une autre, pour détruire l'Occident, pour faire régner ses valeurs. Pour détruire l'Occident, ok. Des dictatures militaires confondant armée et police prendront le pouvoir. Une guerre plus meurtrière que les précédentes, un hyper-conflit cristallisant tous les autres pourrait éclater, anéantissant l'humanité. Mais lui, il a la réponse à ça. À moins que, donc là il vient de te faire l'enfer, hein, à moins que, vers 2060, au plus tôt, de nouvelles forces déjà à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire les mondialistes, prennent le pouvoir mondialement sous l'empire d'une nécessité écologique, éthique, économique, culturelle et politique. Donc là il vient de te vendre l'enfer, et il va te vendre l'esclavage, il va te vendre le paradis, mais qui n'est qu'une forme ultime de l'esclavage. Et il faut, parce que c'est très joyeux ces bouquins, enfin comme vous pouvez le voir c'est très joyeux, mais il faut arriver à tout décoder. Parce qu'on pourrait se dire, mais putain il a raison, après tout c'est vrai que c'est ce qu'il nous faut quoi. Ouais mais non, on va voir ça après. Donc j'en étais où, pardon. À moins que vers 2060 de nouvelles forces déjà à l'œuvre aujourd'hui prennent le pouvoir mondialement sous l'empire de nécessités écologiques, éthiques, économiques, culturelles et politiques, et qu'elles rendent possible la naissance d'une intelligence universelle. Là, j'y crois pas déjà. Mettant en commun les capacités créatrices de tous les êtres humains pour les dépasser. Donc là, on a une espèce de rêve de beatnik. Ce sera l'avènement de l'hyper-démocratie. Donc ça, c'est ce que veut Attali, et c'est le but un petit peu du mondialisme. Donc on pourrait voir qu'il y a quelque chose de positif et négatif là-dedans, c'est qu'au final on veut la paix, machin, etc. Sauf que les individus, on veut pas du tout la paix avec les individus en réalité. On va en faire des esclaves. Quand tu déracines des gens, quand on fait des hyper-nomades, parce que c'est vraiment un fantasme qui revient perpétuellement dans le mondialisme, Macron n'a pas arrêté de citer ça, l'homme nomade, la France n'existe pas, etc. C'est un mondialiste pur jus. Clairement. Alors là, il est en train de se reprendre sa théorie dans la gueule, et d'ailleurs, tous les mondialistes sont en train de se prendre leur théorie dans la gueule, parce que pour eux, évidemment, il n'y a rien de pire que le nationalisme, et alors que les nations, si elles pouvaient aujourd'hui, je vais dire le nationalisme pur et dur pour se défendre de pays à pays, pour moi ça n'a plus vraiment de sens, parce qu'aujourd'hui on a des formes économiques qui peuvent nous permettre de maintenir des paix, et on a aussi une puissance d'armes qui est assez violente, mais par contre pour moi la guerre peut venir d'eux. C'est-à-dire que leur idéologie est tellement forte qu'ils sont prêts à tout, y compris à mettre des gens en danger, pour l'assouvir. Et
le mondialisme, en fait, on le retrouve pas, c'est pas né maintenant, hein, c'est né au XVIIIe siècle. Mais c'est à la fin du XXe et la fin du XIXe même d'ailleurs, et du XXe qui prend vraiment son essor. Vous connaissez tous Huxley, Le meilleur des mondes, un livre absolument génial et prophétique, qui en fait prophétise ce que je viens de vous lire d'Atali. Eh bien, il l'a pas écrit pour rien, ce bouquin-là. Huxley, il l'a écrit en 23, je crois, il devait avoir 25 ans, un truc comme ça. Il venait de tomber aveugle. Et il l'a écrit parce qu'il vivait dans une famille de mondialistes. Profondément, Huxley, il est baigné dans ce milieu-là, d'accord? Et c'était un milieu où, à l'époque, les forces nationalistes étaient très fortes, le patriarcat, tous ces trucs aujourd'hui qui reviennent, hein, d'ailleurs, parce qu'on les a complètement déglingués et on n'en a pas gardé le meilleur, en fait. Tout simplement, ce qu'il fallait faire, c'était prendre le meilleur de tout ça et créer un équilibre. Ça n'a pas été fait, ça a été détruit. On voit d'ailleurs que le discours antinational chez Macron, chez les européistes, chez les mondialistes est très très virulent parce que à l'essence du mondialisme étaient les nations et que les nations et la religion, etc. étaient ultra contraignants pour les individus. C'est là où d'ailleurs les libéraux ont commencé à émerger dans la philosophie à partir du XVIIe siècle. Et donc Kant, etc. Enfin vraiment, on a des gens puissants et eux se basent justement sur le système kantien. Mais en fait, ils sont en train de créer l'homme-dieu. L'homme qui n'est plus en rapport avec un être interne et externe. Interne, externe, c'est Dieu, hein, en réalité. Ce qui est au-delà de toi, c'est Dieu. Et on n'a pas besoin de religion, par exemple, pour croire en Dieu, mais je pense que c'est bien, en tant qu'être humain, d'avoir une spiritualité, et de comprendre ça. La religion, pour moi, c'est de la merde, c'est quelque chose de coercitif. Et je comprends qu'à l'époque, on ait eu besoin de lutter contre les religions, et on a encore besoin de lutter aujourd'hui contre les religions pour certaines choses, mais par contre, la spiritualité, c'est très important. Et eux, ils nous offrent un monde où il n'y a aucune spiritualité, en fait. On voit que c'est que du matériel, c'est une philosophie très matérialiste. J'ai rien contre le matérialisme, bien au contraire, mais c'est pas suffisant, en fait, à l'être humain. Et donc on voit qu'il a des visions très prophétiques, et comme vous l'avez vu, il a parlé de la pandémie en disant que en 2009, hein, pendant qu'on était en crise, que ça permettrait de créer un gouvernement mondial. On va voir ça juste après. Alors il prophétise tellement, Attali, et c'est pour ça que les conspis l'adorent, c'est qu'il a prophétisé aussi une pandémie qui permettrait, parce qu'il garde tout le temps sa logique, comme tous les gens qui ont le pouvoir, d'installer un nouvel ordre mondial après une pandémie. Alors, il dit, l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Elle met d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, parfois futiles, parfois efficaces. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour la rendre compatible avec les libertés individuelles, j'en suis pas très sûr, et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Si il y a le nouvel ordre mondial, évidemment. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Il écrit ça en 2009. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes, peur liée à un risque de pandémie, crise de vache folle, etc., elle aura d'abord une conséquence économique significative, chute des transports aériens, baisse du tourisme et prix du pétrole. Ça, moi aussi, je pouvais le prophétiser. Hein. Elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. Il est pas loin, hein, quand même. Son impact sera très bref. Alors là, on verra si l'impact est bref, parce que je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça. Le taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre, blablabla. Alors aussi des conséquences en matière d'organisation. Et blablabla, là il parle un petit peu de géopolitique. Et il raconte que si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle sera transmissible à l'homme, elle aura pour des conséquences véritablement planétaires, économiques, c'est exactement dans quoi on est. Les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars. Alors, on est bien au-dessus de ça, le quantitative easing, là on est à 5860 milliards de dollars, ok, d'injecter juste, enfin, c'est complètement délirant. Donc c'est bien pire que ce qu'il annonce, hein. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'un discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. C'est pas puissant ça? Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas l'oublier que comme pour la crise économique, d'en tirer des leçons pour qu'une prochaine inévitable on mette en place des mécanismes de prévention. Alors là, bon, on n'en a rien à foutre, blablabla, mais c'est intéressant quand même ce qu'il dit. Et donc, il nous a prophétisé cette crise, la pandémie, et ce qu'il va en advenir. Vous comprenez pourquoi les conspis, évidemment. Retour à la normale, remise en ordre. Non, il n'y aura pas le retour à la normale, comme je disais tout à l'heure. On va aller vers un monde radicalement nouveau, des technologies nouvelles, un rapport de pouvoir nouveau. Les États-Unis ne seront plus la première puissance du monde qui gouverne le monde, qui ne voudra même plus gouverner le monde. Il faudra soit accepter un désordre général, soit mettre en place un ordre planétaire avec un gouvernement mondial, avec une sorte de monnaie mondiale, comme on l'a fait pour l'Europe. Je vous lire encore une phrase que je trouve vraiment hallucinante, et il la développe, et je comprends que ça puisse plaire à des gens. Ça c'est dans Brève histoire de l'avenir. Tout humain deviendra un être sans père, ni mère, sans antécédents, sans racines, ni postérité, le nomade absolu.
Voilà sa vision du futur. Moi, ça me terrifie totalement. C'est pour ça que chez eux, il n'y a pas de race, il n'y a pas de machin, parce que voilà, il faut que ça soit un homme désincarné. Si vous voulez savoir ce que ça donne un homme désincarné, vous lisez La possibilité du Nil de Houellebecq. C'est juste horrible, en réalité. Et dedans, il utilise Raël comme le grand tout qui va amener à l'homme-dieu. Et c'est juste ça, c'est un être désincarné. Et l'homme-dieu, on le voit déjà aujourd'hui, on le voit avec les non-binaires, on le voit avec les gays. J'ai absolument rien contre les homos, ni rien. Mais les gays et les homos, pour moi, c'est deux choses différentes. Les homosexuels, c'est des gens qui vivent. Les gays, c'est des gens qui militent, par exemple. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde peut avoir un enfant. Tout le monde tout le monde peut être n'importe qui. Je vais être une dame, monsieur, je suis non-binaire, vous m'appelez madame, etc., etc. Eh bien, c'est des volontés d'homme-dieu. C'est de dépasser des choses qui sont là depuis toujours pour les remettre dans une espèce de chose où on pourrait tout faire, mais l'homme-dieu est voué à mourir profondément, et c'est ce que Houellebecq montre, c'est un homme perdu. Lisez ce livre, il est juste incroyable, c'est vraiment c'est une histoire de science-fiction prophétique là aussi, mais qui en dit beaucoup sur notre monde. C'est vraiment des philosophies dégénérées pour moi, ok. Et le problème, c'est qu'elles se basent en partie, sur le libéralisme. Le mondialisme, en fait, il fait une éloge des besoins de liberté d'un individu, mais tout en le faisant basculer dans une vision collective de l'individu. C'est-à-dire que si toi tu restes un être enraciné, avec une famille, une race, et quelqu'un de tout à fait normal, t'es qu'une merde, t'es notre ennemi. Et on le voit avec les gilets jaunes, ce que ça a donné, parce que c'est quoi les gilets jaunes? C'est le peuple qu'on veut faire disparaître, au profit de l'homme nouveau, du nomade, du bobo, d'accord? Et donc en fait tout ça c'est une négation de l'individu en réalité. Selon la morale du moment, croire sera banni, vouloir une famille d'hétéros sera réactionnaire, mais par contre baiser des gosses ça pourrait devenir tout à fait progressiste. Je vous rappelle que dans les années 70, on a vu Cohn-Bendit tout à l'heure, ces gens-là prenaient la pédophilie, et ces gens-là partagent cette idéologie-là, d'accord? Donc tu vois à peu près les dangers du mondialisme. En gros, ils veulent ajuster l'homme à des variables, remplacer les avancées sociales par des régressions sociales, tout en promouvant les libertés sociétales. Je sais pas, mais depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis les années 80, vraiment ils sont ancrés depuis les années 90, c'est hallucinant. On voit qu'il y a vraiment une progression dans la liberté sociétale, c'est-à-dire les non-binaires, les machins, enfin toutes des conneries qui te servent à rien, c'est des hommes qui vont mal, hein, pour moi. Quand tu sais plus si t'es un homme ou une femme, t'es vraiment pas bien. Même un travelo, par exemple, il sait qu'il est un homme ou une femme, enfin il sait qui il est. Quand on vient à ne plus savoir qui tu es et à promouvoir cette vision de je ne sais pas qui tu es, c'est vraiment quelque chose qui va très mal dans la société. Donc on voit qu'en fait voilà, c'est le sociétal en avant et la régression sociale de l'autre, parce que tu n'es qu'un esclave, espèce de con. Et quand tu milites, quand tu crois à tout ça, quand tu vois des gamins de 17 ans qui vont manifester, ils comprennent rien, en réalité ils comprennent pas qu'ils sont les outils ultimes. Quand je parlais des gays, c'est parce que pour moi le gay est l'objet ultime du mondialisme. C'est pas pour rien qu'ils sont chouchoutés comme ça. La dernière fois, j'étais avec un de mes potes qui est homo, marié d'ailleurs, et on était assis, on regardait la télé, c'était justement sur des gays complètement frappés qui faisaient des manifestations, et il m'a dit un truc qui m'a marqué, il me fait, tu vois, en fait, j'ai l'impression d'être pris en otage. Parce que lui, il se définit pas par sa sexualité, ni quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui vit, quoi. Et en fait, il a tout à fait raison, il est pris en otage. Et il me disait, voilà, moi j'ai une sexualité alternative, et je veux qu'elle reste comme ça. Parce que c'est justement, ça fait aussi partie de mon identité. Mais, donc la normalisation, lui, ça lui convient pas. Donc tu vois que ça convient pas à tout le monde, y compris chez les gens concernés. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent? Et puis tout ça aussi, ça donne un problème du droit, parce qu'il faut savoir que le libéralisme et le monde dans lequel on vit est basé sur le droit. Il y a le droit et un droit. Vous comprenez, là on est en train de rentrer dans le monde du un droit et non pas des droits. Les droits, c'est ce qui fait que l'individu est respecté dans son universalité, dans son individu. Un droit, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un. Tiens, toi t'es musulman, je vais te donner un droit, toi t'es gay, je vais te donner un... etc., etc. C'est totalement arbitraire, et c'est pas de la justice. C'est tout l'inverse de la justice, justement. Et c'est vraiment un problème dans un monde, et on le voit, on est en train d'être confronté à une idéologie dans la justice qui est juste hallucinante. Donc voilà, le mondialisme c'est un artefact dégénéré marxiste d'un libéralisme atrophié de toute son essence philosophique au profit de sa forme manipulée et complètement déformée, déformée et transgressive. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire oui c'est le libéralisme, etc., mais notre problème c'est pas la liberté, notre problème c'est les gens qui en veulent à notre liberté. Et le mondialisme en veut énormément à ta liberté. C'est pas parce qu'il va te permettre de baiser des gosses un jour que lui il va pas te baiser, ok? Son but c'est de te mettre en esclavage, je comprends ça mon ami. Maintenant on va regarder, on va pouvoir parler du nouvel ordre mondial, parce que le nouvel ordre mondial c'est un truc que les conspis adorent.
Mais le nouvel ordre mondial, c'est une réalité. On va le voir ici, par exemple, avec Sarkozy. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi. Alors j'aurais pu prendre n'importe qui, en réalité, là j'ai pris Sarkozy, j'aurais pu prendre Bush, Hollande, etc., Obama, ils ont tous parlé du nouvel ordre mondial, donc on voit que c'est pas une conspiration, que c'est une réalité, c'est le but ultime du mondialisme. Il existe déjà ce nouvel ordre mondial, l'Organisation nationale des Nations Unies, l'Organisation mondiale des États-Unis, pardon, l'OMS, tout ça c'est des éléments qui n'ont rien à foutre dans notre pays, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas à nous gouverner ces gens-là. Mais c'est des éléments de pouvoir mondial, et il y en aura de plus en plus, et peut-être que cette crise, ils vont l'utiliser pour installer leur idéologie, donc mettre encore plus en place des règles de nouvel ordre mondial, comme l'a dit Attali, une seule monnaie, pas de frontières, etc. Mais enfin, c'est le fascisme ultime en réalité. Regarde, si tu vis dans un monde pourri, un pays pourri, etc., tu peux voyager, tu peux aller, tu peux échanger ta monnaie contre une autre. Ça, c'est de la liberté. Je rappelle, même des économistes comme Friedman ont été... Bon, je veux dire, on commençait à devenir mondialiste avant de revenir sur toutes ces idées de monnaie unique, etc., et puis on est revenu complètement d'ailleurs. Parce que la monnaie, plus il y a de monnaie, plus il y a de vie en réalité. Hein, plus il y a de différence, plus ces gens-là veulent un monde uniformisé. Pas de race, pas de couleur, que des métis, des trucs dégueulasses, des fins de race en réalité, qui ne sont là que pour consommer. C'est le but ultime du mondialisme, parce que certainement ces gens-là sont plus faciles à contrôler. Alors que des gens qui sont enracinés justement, ont des traditions, des valeurs, etc., etc. Et surtout ces gens qui sont enracinés, bien au final, ils créent des peuples, ils créent des singularités. Il crée des unicités. Il y a pas, quand tu vois le peuple grec, c'est le peuple grec, le peuple corse, c'est les Corses. Tu vois, on sait les définir. Les Français, ils sont comme ça, les Américains, ils sont comme ça, les Arabes, ils sont comme ça, etc. Enfin, tu vois, c'est ça qui est beau dans le monde. Et ça s'appelle la diversité. En réalité, ces gens-là haïssent profondément la diversité. C'est les gens les plus racistes, bien qui promulguent à fond l'antiracisme, c'est les gens les plus racistes qu'ils soient. Quand on est à détester la particularité d'un peuple, c'est que t'as un putain de problème dans ta tête. Et pour pouvoir faire un monde où tout le monde serait pareil, mais c'est le pire monde qui puisse exister, c'est le meilleur des mondes, mélangé avec Orwell. On voit l'horreur de ces livres, quoi. Et ça a été, d'ailleurs, on pourrait regretter que ces livres aient lieu, enfin en fait non, heureusement, mais on dirait que c'est des bibles pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça, ils se sont dit, c'est pas un roman qui fait flipper, non, nous on va le prendre comme un manuel d'instruction. Et on en est là. Donc maintenant, il va falloir voir ce que ça donne. Et évidemment, les moments qui font peur, c'est des moments où il y aura beaucoup de thèses conspirationnistes, etc. Il faut comprendre un truc, c'est que face à la peur, quand on n'a pas de réponse, on cherche des réponses imaginées. Et on a fait ça tout le temps. Là, on est dans la surinformation, donc elles sont beaucoup plus visibles, etc. Mais n'oubliez pas un truc, si vous êtes conspirationniste, c'est que vous êtes des idiots utiles, en réalité, du système. Que j'ai montré au milieu de toute cette vidéo, les complots, t'as pas besoin de les imaginer, ils sont sous tes yeux, ils sont là, quoi. T'as qu'à bien chercher, gratter par-ci, par-là, et tu vas trouver, regarde, prends Agnès Buzyn. Cette femme nous explique qu'elle était au courant de la pandémie, elle n'a rien fait. Comment ça se fait qu'on n'ait pas de gel, qu'on n'ait pas de ceci, qu'on n'ait pas de cela? Comment ça se fait que les gens meurent dans les hôpitaux alors qu'on a 5000 morts, c'est que dalle? Ça, ils passent où nos impôts déjà? Mais peut-être il y a une volonté de nous détruire, peut-être que chez ces gens-là, en fait, il y a une volonté profonde de créer un chaos économique pour installer encore un super état encore plus puissant. Tout est imaginable à partir de ce moment-là. Mais reste terre à terre et regarde ce qui se passe autour de toi. Il y a une crise économique majeure. Cette crise, elle n'a pas été déclenchée pour dire oui, on va mettre le coronavirus, enfin on va dire que c'est à cause du coronavirus. Non, elle a été déclenchée parce que le coronavirus. Comprenez ça? Ils se sont pas dit, oh bah les gars, on va utiliser le coronavirus. Non, tout le monde a commencé à flipper en même temps. Tout le monde. Ok? Au départ, les marchés, ils sont comme les autres. Ils ont regardé, ils étaient comme moi, comme vous, ils attendaient. Ok? Il y a eu un petit pic, on a commencé à parler de coronavirus, on a attendu 15 jours, parce qu'on se disait, ça va, est-ce que c'est une petite crise, est-ce que ça va durer ou pas? On s'est rendu compte que ça allait durer. Tout est tombé. Et ça, c'est la logique pure. Il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de rien du tout, il y a des investisseurs derrière qui retirent leur pognon, qui retirent leur bille, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est aussi simple que ça. Quand je dis que les conspirations étaient des idiots utiles, vous avez vu à quel point l'État promulgue des fake news, il n'arrête pas d'en faire. Des fausses nouvelles, les maçons dangereux, etc. Enfin, c'est inadmissible en réalité. Pour moi, ils devraient être jugés, qu'on devrait créer un Nuremberg spécial pour ces gens-là, vraiment. J'avais mon joint, désolé.
Et on devrait vraiment juger ces gens-là. Le truc, c'est que si toi t'es dans la conspiration, que t'es en train d'imaginer les Illuminati, les Juifs et machin, tous les gens qui te manipulent comme une petite marionnette, t'es ta propre marionnette, mon pote. T'es en train de gober comme un bébé, ok? Il y a son biberon qui te sécurise, et même toi t'as quelque chose, t'es en train de sucer des vidéos YouTube qui te sécurisent. Alors que tout se passe sous tes yeux, t'as qu'à gratter un petit peu et faire des recherches. J'ai passé sur une information essentielle, je vais quand même juste développer après parce qu'elle est vraiment importante, c'est sur Big Pharma, mais je voudrais revenir à ce que je disais. Les conspirationnistes ont cela en eux qui cherchent dans des méthodes délirantes. Par exemple, la finance, c'est gouverné par les juifs. Moi, c'est un peu mon âge, je peux te dire, tu vois, la finance, c'est pas que gouverné par des juifs, il y en a. On a plein dans les banques même, tu vois, des hauts directeurs et tout, mais ça s'explique déjà historiquement. Je vais pas faire l'histoire ici, mais bref. Quand t'es dans des milieux de la finance, t'es au cœur de la machine. Vraiment. Et tu vas te rendre compte de quelque chose, la plupart d'ailleurs des traders, quand tu les rencontres et qu'on parle de politique, ils sont tous dégoûtés de ce système. Pourquoi? Parce que t'es au cœur de la machine, et tu verras qu'en fait, cette machine elle répond à une idéologie. Alors il y a des juifs, il y a des nains, ceci, des arabes, des machins, mais tout répond à une idéologie globale qui est le mondialisme en réalité. Aussi par exemple, tu vois, moi je suis contre la régulation, en particulier dans les cryptos, parce que je comprends qu'il faille réguler dans le monde normal, mais la régulation elle servira à rien. Pourquoi? Parce que ceux qui profitent de la dérégulation ou la régulation, c'est eux qui la votent. Ok? C'est comme si tu demandais à un braqueur d'être son juge, et tu vas lui demander, ah bah alors vous allez vous mettre combien? 20 ans, 10 ans? Oh, acquitté. Alors voilà ce qui est en train de se passer, et ça c'est pas des complots, tu peux le vérifier. Tout le temps. Et c'est comme ça que fonctionne le monde de la finance. D'accord? Donc tu vas réguler quoi? En fait, plus tu régules, plus tu crées des lois complexes. Plus on crée des systèmes complexes pour, tu vois, et ça s'arrête jamais. Et là, au final, t'arrives à une complexité qui est, qui est délirante. Alors qu'il faudrait quoi? Pour réguler la finance, il faudrait 5-6 lois. Pas plus. Tu vois? C'est tout. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est un large sujet qui demanderait d'ailleurs une vidéo qui serait super intéressante, mais regarde ce qui se passe devant toi. Maintenant, on peut faire des hypothèses sur ce qui va se passer. Je vous dis, peut-être qu'ils vont installer un nouvel ordre mondial, peut-être ceci, cela. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'inquiète, et ce qui me fascine à la fois, c'est que c'est la première fois qu'on vit une chose pareille, c'est-à-dire que on a vraiment une économie, plus de la moitié de la planète est à l'arrêt. Une économie qui s'écroule fondamentalement. J'ai bien plus peur de la crise économique que du virus, parce que le virus, il peut être guéri dans 6 mois, plus il n'y a pas une mortalité extrême, même si c'est très violent, et c'est malheureux pour les gens qui en meurent. Mais malgré tout, une crise économique, elle peut nous plonger pendant 5 ans de chaos. Et aussi, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est la dérive autoritaire. Les gens attendent plus d'État, mais putain, c'est eux qui ont créé tous ces problèmes. Si on n'a pas de masse, si on n'a pas de gel, si on n'a pas de ceci, s'il y a des gens, comme j'ai montré tout à l'heure, là, ce vieux qui meurt, c'est immonde de voir ça, en fait. Alors qu'il y a que 5000 morts, à peine. Putain, ils passent sous nos impôts. Et c'est ces gens-là qui ont défoncé notre pays, à qui tu veux donner encore plus de pouvoir, etc. Parce que les dérives autoritaires, elles commencent toujours comme ça. Aujourd'hui, on fait une analogie avec la crise de 29. Crise horrible. En Allemagne, on sait ce que ça donnait Hitler. Ok, bon, un peu plus complexe que ça parce que mais les troubles en fait ça finit sur ça et on sait ce que ça finit, c'est sur la déportation et tout. Évidemment ça a aussi été communisme et machin, mais c'est vraiment l'Allemagne, c'est ce qui s'est passé. La dérive autoritaire, elle est tout à fait possible. Déjà, elle est déjà là en réalité. Regarde le confinement, regarde ce qui est en train de se passer. Il y a déjà une dérive autoritaire de l'État contre nos libertés individuelles. Attention, je dis pas que le confinement, il faut pas le faire, etc. Ça c'est un sujet complexe à traiter. Mais je pense que par exemple, on aurait pu faire un confinement allégé, déjà pas obligatoire. Ok, on appelait la responsabilité des individus. Ceux qui sont pas responsables, bah, tout simplement, vont crever, quoi. C'est ce qui s'est passé dans les cités. Tous les singes qui étaient dehors, c'est aujourd'hui, les urgences sont saturées, ils sont tous en train de mourir. On a des mecs, des pompes funèbres qui sont en train de nous dire que c'est une catastrophe dans 93. Ces gens vont chercher, mais aussi, c'est méchant de dire ça, mais c'est une réalité. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que ils vivent dans des barres d'immeubles, par exemple, ces gens-là, et dans des barres d'immeubles, il y a, je sais pas, imaginons 500 familles qui vivent à entre 5 et 8, voire 15 personnes. Il y a qu'une cage d'escalier. Quand tu prends l'ascenseur, c'est le même bouton pour tout le monde. C'est un risque même pour les gens qui font pas de bordel, pour les gens qui sont clean en cité, quoi, je veux dire. Même pour eux, c'est un risque de vivre dans ces endroits-là parce que, évidemment, les gens qui vivent en banlieue, les gens qui vivent dans les grandes villes, etc., ils ont beaucoup plus de chances de contracter le virus. Et on va le voir dans les semaines qui viennent, vous allez voir que c'est Paris, etc., Lyon. Si vous y vivez, je suis désolé, mais vous allez morfler. Les gens dans les cités, c'est pareil. Parce que tout simplement, quand si tu vas dans une banlieue pavillonnaire, ou si tu vas dans la campagne, il y a beaucoup moins de contacts entre les individus, on vit pas les uns sur les autres, etc. Donc tout est différent. Il y a beaucoup moins de chances de contamination. Donc déjà, il y a toutes ces données-là, etc. En tout cas, on verra aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour la crise économique, malgré les morts, etc. Parce que, effectivement, elle est comparable à 29. Comme je disais, ce système autoritaire qui pourrait se mettre en place, donc de plus d'État encore, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. On est dans une période de déstabilisation, on l'a vu depuis 2 ans avec les gilets jaunes, tous les mouvements sociaux qu'il y a eu, les infirmières qui se faisaient péter la gueule par les flics, etc. Enfin, vraiment, on est dans une situation en France qui était catastrophique, et plus ça, si on restait dans la conspiration, on pourrait se dire, mais putain, en fait, ils veulent faire mourir les PME, etc. Le virus ne partait pas en vacances, le confinement, ça ne sont pas les vacances. Je sais pas, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Un confinement obligatoire, pourquoi pas, tu vois. Mais dans ce cas-là, on a Internet, on a des voitures pour faire des livraisons, on a des combinaisons. Enfin ouais, non, on en a pas. Mais je veux dire, on pourrait faire des choses avec des gestes barrières, etc. pour continuer à continuer à consommer, tout simplement pour pas péter les petites moyennes entreprises. Et déjà consommer au moins français, tu vois, parce que c'est un peu plus intéressant. Qu'on se soutienne les uns les autres dans ces moments-là, parce que les moments de crise, faut avoir une vision solidaire. Clairement, si t'es tout seul dans ton truc et je crache sur la gueule de tout le monde, ça marchera pas. Il faut avoir du réseau, faut avoir un bon esprit. Et
Il faut vouloir que notre pays s'en sorte. Clairement, là c'est vraiment, on va en avoir besoin. Et on a des phases, sans être conspirationniste, on a des forces hostiles à nous, que sont l'État. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Sont l'idéologie qu'ils représentent, etc. Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents. Donc ils vont se servir parce que, enfin je sais pas, n'importe qui au pouvoir, le pouvoir corrompt, mais n'importe qui va se servir d'une crise pour installer des choses. Donc à vous d'être intelligent, à vous d'être éveillé, et essayer d'en tirer les meilleures conclusions. Maintenant on va pouvoir espérer qu'on n'ira pas vers le pire et vers une crise qui durera des années. Je l'espère franchement, parce que ça pourrait être catastrophique pour un nombre de gens. Quand on voit le chômage aux États-Unis qui explose, on estime qu'il sera 20 millions dans 3 semaines. Je sais pas si vous imaginez les répercussions que ça va être, y compris en Europe. Et sur le monde en général, la Chine qui est en train de se relancer plus ou moins, mais on peut pas leur faire confiance, ils mentent sur les chiffres, etc. Qui est en train de créer les routes de la soie avec l'Italie, etc. C'est vraiment une situation ultra complexe. Donc elle se relance en tant que superpuissante, elle se montre en tant que superpuissance, puissance au-dessus des États-Unis. Donc on a vraiment une guerre. Macron nous disait on est en guerre, on n'est pas en guerre face à un virus. Un virus, ça n'a pas de sens d'être en guerre contre un virus, tu le vois pas. Par contre, une guerre économique, oui. On est clairement pas dedans. Donc on va voir ce que tout ça va donner, on espère le meilleur évidemment. On va parler tout de même un petit peu de Big Pharma et des études qui sont faites, parce que je le rappelle, c'est la toute première fois dans l'histoire qu'on est confiné pour lutter contre une maladie, c'est jamais arrivé. Hein. D'habitude, on lutte pas contre une maladie par le confinement, en tout cas pas de gens sains. Hein. On confine des gens qui sont malades, donc là c'est vraiment la première fois que ça arrive. Est-ce que c'est un bon choix? Il y a deux batailles. La première c'est le dépistage plus la méthode Raoult, on va dire. Et la deuxième c'est le confinement et on attend les vaccins. Bon, ça on sait que ça va durer des mois et des mois. En Inde, pour rester un petit peu dans l'esprit de la conspiration, ils ont fait une étude qui a été publiée par des chercheurs, qui a été retirée depuis d'ailleurs à cause du buzz que ça fait, qui disait que étrangement ce coronavirus ressemblait bizarrement au VIH. Alors, de ça, il y a le conseil scientifique qui s'est mis en place. Alors, est-ce que le conseil scientifique s'est mis en place sur une rumeur? Ça serait un petit peu bizarre, mais on voit que ce conseil scientifique n'a rien de scientifique. Il suffit que vous allez voir les noms de ce conseil, vous allez voir que on est quand même loin d'un conseil scientifique. C'est en vrai des sociologues, des lobbyistes, quelques médecins, etc. Dont Raoult a claqué la porte, hein, d'ailleurs, en expliquant bien ce qu'il en pensait, et effectivement... c'est assez bizarre. Alors, c'est dirigé par Salomon, je me souviens plus son prénom. Personne dont on pourrait parler, mais on va faire court. C'est aussi la personne qui, avec Buzyn, 2 jours après qu'elle ait parlé de l'épidémie à Macron, 2 jours après, elle a fait interdire la chloroquine, enfin elle l'a installée, elle a pas fait interdire, mais elle l'a installée sur la liste des vénéneux. Chose qui est quand même assez étrange. Ok, ça pourrait, en tout cas ça fait réfléchir justement sur un possible complot. Alors pour revenir à Raoult, lui propose un protocole qui est basé sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Alors c'est un protocole qui coûte 12 €. Hein. Visiblement ça fonctionne plutôt pas mal. De ce que je sais, tous les médecins qui sont concernés par le coronavirus se soignent avec. On l'a vu avec aussi des politiques, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo. 12 € c'est que dalle, hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors reproche à Raoult de ne pas avoir fait d'études poussées, etc. Mais on peut considérer qu'une sommité peut avoir une intuition. On nous dit aussi que c'est très dangereux la chloroquine, mais en réalité on connaît depuis 1934. Il y a effectivement en cas de surdosage des risques cardiovasculaires, hein, crise cardiaque, etc. Mais bien pris, logiquement, il n'y a pas de souci. Alors il faudra le prendre au début du traitement. Et là, le problème c'est qu'ils ont mis la chloroquine en place le 26 mars, donc le conseil scientifique, sous la pression tout simplement du peuple, hein, en réalité. Le problème c'est qu'on va voir que c'est assez bizarre parce que ils proposent la chloroquine, mais pas avec l'azithromycine, donc ça invalide complètement ce que propose le professeur marseillais, Raoult. Et en fait ils font des tests, hein, donc j'oublie le nom de ce truc, mais en fait on peut se rendre compte que ils proposent du lopinavir et du rétronavir. Alors juste pour info, le rétronavir ça vaut 47 € et le lopinavir 185. Il y a le Caletra aussi qui pourrait être utilisé seul. Alors là on tape déjà en plus haut, hein, c'est 110 à 150 € la boîte. Le Galéab Labo c'est fabriqué par eux. Il y a aussi le Favipiravir, pardon, c'est difficile à dire. Alors là j'ai pas trouvé le prix. Donc on voit que il doit y avoir déjà des lobbies derrière qui travaillent. Et ce qui est intéressant c'est que aucun n'a mis en place ni testé ce que Raoult propose.
Et lui, il l'a testé. Bon, on va dire que c'est pas sûr à cette personne, mais vous pouvez aller voir même son Twitter, parce qu'il s'est fait un Twitter où il balance ses tests tous les jours. Ça a l'air quand même pas mal ce truc, mais moi je suis pas médecin, donc honnêtement, c'est passionnant d'ailleurs comme milieu, mais j'y connais rien. Ce que je vois, c'est que il y a des forces qui sont à l'œuvre pour forcément, hein, ça représente des milliards, pour mettre certains médicaments plutôt que d'autres. Donc pourquoi cela? Ce qui est aussi étrange, c'est que par rapport à cette étude indienne qui cible le coronavirus comme étant très proche du virus du VIH, eh bien on se trouve que le lopinavir et le rétronavir, etc., tous ceux que je viens de vous citer, eh bien c'est ce qu'on donne aux séropositifs. C'est-à-dire que c'est que des médicaments qui sont utilisés, c'est des anti-VIH, quoi. Donc on pourrait se dire déjà que peut-être qu'ils ont raison, après tout ces gens-là, il y a aussi des théories qui disent que le sida a été créé évidemment par des humains, bon ça on n'en sait rien, il faudrait voir, c'est discutable, mais c'est tout à fait probable, pourquoi pas, donc on en revient tout le temps aux théories de la conspiration, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus les prix, et de voir le combat, et des études qui sont en fait finalement carrément mal faites en réalité, parce qu'il y a un parti pris dès le départ. On accepte la chloroquine, mais sans la prendre comme un traitement entier. Moi je suis désolé, on pourrait tester ça sur des gens, et pas sur des gens mourants comme ils le font. Dans un cadre de guerre, comme ils disent, eh bien la médecine de guerre c'est ça. Hein, donc là visiblement, on voit qu'il y a quelques milliards à faire derrière. C'est toujours problématique ce genre de truc, mais le business c'est is business, hein, comme on dit. Et ces gens-là, ils en ont un peu rien à foutre, je pense, des gens qui sont en train de mourir. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à en retirer. Enfin, évidemment, sauf si c'est leur fils qui meurt, mais là, je pense qu'il y aura de la chloroquine sans souci. Et le traitement complet. Et on arrive enfin aux cryptos et à la conspiration des crypto-monnaies qui va aider l'ordre mondial à enfin s'installer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que vous connaissez cette conspiration, vu que vous êtes dans le Bitcoin. Cette conspiration, on dit que c'est la NSA qui a fabriqué les crypto-monnaies dans le but d'en faire une méga bulle, la plus grosse bulle spéculative jamais vue, pour qu'un jour elle craque, que tout tombe en réalité, et qu'à ce moment-là, on puisse mettre en place des monnaies numériques avec la disparition de l'argent liquide. Alors j'en parle souvent, etc. Mais on va voir que cette conspiration, il y a plein de trucs qui sont pas mal et qui sont déjà en train de se passer, mais ça reste toutefois une conspiration. Avant de l'expliquer pourquoi c'est une conspiration, parce que imaginons que c'est la NSA, ce serait très bien d'ailleurs que ça soit eux. Le but, ça serait de faire que le Bitcoin un jour disparaisse, avec, voilà, ils l'interdisent, etc., mais il y en a plein des cryptos aujourd'hui. Donc ils nous ont juste donné un moyen de nous libérer, en réalité. Donc bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, on va développer ça. Donc pour les théoriciens du complot, ils expliquent que la plupart des États vont laisser faire ce phénomène avec plus ou moins d'encadrement, et vont éventuellement le légitimer et l'encourager. Et puis, le FMI prévoirait créer sa propre monnaie mondiale de type cryptographique, ce qui est exactement déjà en train de se faire. C'est pas le FMI, mais en tout cas l'Europe et les États-Unis qui pensent. Je vous en ai parlé plein de fois, ça va arriver en 2022 de toute façon. L'Eurocoin, le Dollarcoin, etc. Donc on voit que finalement les conspirationnistes sont quand même sur un truc qui tient debout. Et en fait, ils expliquent que le but, bon bah c'est évidemment l'argent liquide, défoncer les fiduciaires, hein, tout simplement, et puis mettre en place une crypto-devise internationale, c'est-à-dire avant tout faire l'Eurocoin, le Dollarcoin, etc., et puis remplacer tout ça, comme le veulent les mondialistes, par une monnaie unique. Alors il se trouve que en 1984, c'est la première fois où les mondialistes ont commencé à parler des crypto-monnaies. On appelait ça des monnaies analogiques à l'époque, alors évidemment c'était que sur papier. Mais il y a des gens, énormément de gens qui ont travaillé là-dessus dans la réalité, hein, des cryptographes, etc., enfin des ingénieurs, beaucoup de gens. Donc ça se tient, ça pourrait être un consortium comme la NSA qui possède beaucoup de fonds pour financer tout ça. Mais encore une fois, donc dans la théorie conspirationniste, ils auraient fait une backdoor pour pouvoir, le jour où ils l'interdiront, parce que tous les cryptonautes qui sont là depuis longtemps, ils savent que depuis 2013, notre plus grand ennemi c'est l'État. Ils ont cherché à nous faire interdire maintes et maintes fois, quand ils ont vu que ça commençait à accrocher, etc., ils ont tout de suite compris le danger qu'on représentait pour eux, enfin que représentaient les crypto-monnaies pour eux. Donc évidemment, comme tout le mondialiste qui se respecte, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, eh bien la première des choses c'est la discriminer, la deuxième c'est de l'interdire, puis la troisième c'est de la populariser, mais pour la garder pour soi. C'est le but de ce que font, ce qu'ont fait d'ailleurs tous les pouvoirs, toujours. Mais on voit que les choses finissent toujours par s'imposer d'elles-mêmes. Après, si on est tout le temps dans cette idée de nouvel ordre mondial, etc., ça se tient, hein, on pourrait dire que Satoshi Nakamoto est peut-être un consortium d'individus bossant pour l'État, avec comme intérêt, fondamentalement, d'éclater
les monnaies fiduciaires, ça c'est sûr, c'est même le but des crypto-monnaies. Ok, donc de ce point de vue-là, on peut penser que bah oui, peut-être qu'il a raison, quoi. Après, il va falloir voir parce que bon, évidemment, ça reste une théorie de la conspiration, mais il y a quand même pas mal de choses réalistes. Je suis tombé sur un doc qui est intéressant sur DCC Low City Line. Donc ils ont fait un document, je vous mettrai tous les liens après, qui est très complet, qui détaille tout l'écosystème Bitcoin jusqu'à ses risques en termes de blanchiment d'argent selon l'article. Donc la NSA qui aura également créé des fonctions de hachage SHA 256, donc ça c'est sur le hachage sur lequel se base le Bitcoin. La NSA n'aurait bien évidemment pas oublié de placer une porte dérobée, donc la backdoor, qui lui permettrait, selon le site, toujours de voler tous les bitcoins en circulation quand elle le voudrait. La NSA a donc mis en place des bases pour un changement radical de paradigme monétaire. Car le but ultime du plan est simple, faire de la monnaie virtuelle la seule et unique monnaie globale en vigueur dans le monde. Pas le bitcoin en lui-même, le but c'est de le remplacer à terme. Il y a plusieurs étapes dans la théorie, c'est un plan en 10 étapes exactement. La première étape c'est lancer le bitcoin dans la nature et créer l'engouement. Ensuite la NSA doit mettre en place une crypto-monnaie contrôlée par l'État et qui soit utilisée au niveau mondial, national en fait au départ, parce que on va voir que c'est d'abord européen, etc. C'est putain exactement ce qui est en train de se passer, donc est-ce qu'on est en train de veiller dans la conspiration ? Et c'est à partir de là que tout part en live. Des attaques sont lancées en grande échelle, des attaques terroristes, mais également une série de fausses informations potentiellement apocalyptiques. Ces attaques qui sont donc lancées par les agences secrètes sont ensuite mises sur le dos d'un ennemi commun. Résultat, l'économie mondiale s'écroule et les monnaies traditionnelles subissent une déflation majeure. Alors peut-être qu'ils ont remplacé les attaques terroristes par une pandémie. Au final, ça pourrait très bien arriver. À ce moment-là, les agences vont lancer leur crypto-monnaie maison pour remplacer le cash. J'en parle depuis 2 ans, hein, vous vous rappelez, pourtant je suis pas un conspire. Je dis pas rien, c'est exactement ce qui se passe. Cette crypto-monnaie sera adoptée massivement, s'ensuit le bannissement des monnaies traditionnelles et l'interdiction de la détention des valeurs refuges comme l'or et l'argent de la part des particuliers. J'ai d'ailleurs, en ces temps, essayé de trouver de l'or physique en ce moment. Vous allez voir, allez, il y a un plan. Si vous voulez, je vous le noterai si vous le voulez. Mais c'est impossible de trouver de l'or physique et on peut pas être livré de toute façon. Pas avant la fin de la crise en tout cas. Une fois la crypto-monnaie officielle en place et largement adoptée, les autres crypto-monnaies comme le Bitcoin sont rendues illégales. Mieux, grâce à la porte dérobée, la NSA peut voler une grande partie des montants tout en accusant quelqu'un d'autre. Donc on va se faire voler tous nos Bitcoins. Pourquoi ? Puisque la NSA ou l'agence en charge de cette nouvelle et désormais unique crypto-monnaie ne va pas s'en priver, elle va mettre en place un contrôle biométrique sur toutes les transactions, encore des choses dont je parle dans les vidéos. Hein. Pour utiliser votre argent, vous aurez alors l'obligation de vous identifier, et comme il s'agit du seul agent en circulation, vous ne pourrez plus vous y soustraire. Big Brother devient alors réalité. Pour finir, le gouvernement pourra contrôler toutes les transactions, le flicage absolu, les investissements, les activités commerciales de partout dans le monde. Il pourra alors mettre en place une taxation pour financer son existence, alors qu'il aura probablement déjà remplacé la majorité des gouvernements actuels dont le pouvoir aura chuté. Résultat des courses, une seule crypto-monnaie totalement contrôlée par un seul gouvernement, le fascisme total, sera en vigueur et le gouvernement aura un contrôle total sur les transactions, mais également sur les personnes. Alors, on est dans un scénario, allez, hollywoodien, on va dire, mais toutefois, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La disparition de l'argent liquide, elle est programmée déjà depuis des années, elle s'accélère depuis les cryptos. Alors, est-ce que c'est vraiment un plan qui amène les cryptos qui ont été créés pour ça, ou est-ce que c'est plutôt les cryptos qui ont été créés, et au final ils se sont dit on va utiliser cette technologie, moi je pense plus à cette idée-là, alors il y a mon chat qui passe devant l'ordi, pour commencer à pouvoir mettre en place, en se disant bah voilà, ce qu'on rêve au final depuis 20 ans, la blockchain est en train de nous le donner. Profitons-en les gars, on veut la disparition du liquide, on veut le flicage permanent, je vous rappelle ce que disait Attali, hein. Un monde où on est fliqué en surveillance, mais en plus on est fliqué de manière absolue, mais en plus on est tellement fliqué qu'on doit le dire, comme en Chine quoi, c'est-à-dire qu'on doit être content de montrer qu'on est des beaux citoyens, des bons esclaves, etc. Sinon ça nous rend suspect, on pourrait très bien imaginer des points en moins, voire des taxations en plus, directement sur nos comptes en banque, etc. Donc là on arrive vraiment dans des systèmes totalitaires complètement délirants. Évidemment, il y a une faille là-dedans, c'est si la NSA, comme je disais tout à l'heure, si la NSA a créé ça, elle nous a donné la technologie qui va avec. C'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer des crypto-monnaies. Donc, à un moment ultime, de toute façon, on aura toujours le darknet, ça va être difficile de tout interdire. Et je pense que c'est leur premier problème. Hein. Depuis 2013, ils cherchent à interdire les cryptos. Ils y sont jamais arrivés, ils réfléchissent. Le mieux pour eux, c'est l'adoption, clairement. Mais c'est évidemment vers des crypto-monnaies étatiques qu'on ira. Et vers un contrôle de plus en plus ténu de nos comptes en banque et de nos vies, ça c'est une évidence. Et il n'y a même pas besoin de crypto-monnaie pour savoir ça, il suffit de voir qui nous gouverne, quelle volonté ils ont. Tout à l'heure, hein, je le disais, Attali le dit très bien, hein, d'ailleurs, dans une monnaie unique, c'est un monde sans échappatoire, tout simplement. Ce qui va nous rester, c'est les monnaies alternatives. Ou alors, contrairement à ce que disait Attali, dans son monde, ça serait peut-être pas tant l'anarchie que ça. Les États vont disparaître, ouais, effectivement, mais on le remplacera peut-être pas par un ordre mondial, on le remplacera peut-être par plein de petites
nations qui seront totalement décentralisées, à la fois indépendantes les unes des autres, mais en faisant du business les unes avec les autres, en ayant, je sais pas, peut-être il y en aura qui seront ultra-capitalistes, d'autres socialistes, d'autres qui seront islamistes, etc. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Il faut que le monde soit large et soit divers de toute façon. Et en fait, on créerait la paix par le business. Pourquoi pas? C'est beaucoup plus envisageable que le monde d'Atali, quelque part. Et les cryptos, là, elles auraient un grand rôle à jouer dans un système qui est décentralisé comme ça, où les gens finalement se passeraient de plus en plus d'États, voire pour y échapper, parce qu'aujourd'hui on peut déjà y échapper par les cryptos, mais on pourra organiser ça. Il y a beaucoup de choses encore à faire avec les cryptos. Des monnaies sur des systèmes de prêt, on pourrait même faire du revenu universel avec les cryptos, on pourrait faire énormément de choses, des retraites, des machins, etc. Sur des systèmes complètement novateurs, c'est-à-dire sur des systèmes de financement qu'on n'a encore jamais réalisés. Alors évidemment, le tout par capitalisation, vu que c'est un système capitaliste, les crypto-monnaies, c'est à voir tout ça. En tout cas, cette conspiration, elle est bien sympathique. Elle fait bien flipper aussi, parce qu'évidemment, c'est le monde dans lequel on se trouve, c'est vraiment très proche de la réalité. Est-ce que c'est la NSA? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est... On sait pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre pays, prenez soin de votre famille, de vos amis, de vos portefeuilles, et surtout, prenez soin de vous dans cette période de confinement. Je sais que c'est pas facile. Le truc maintenant, c'est qu'il va falloir rester solidaire, il va falloir rester... des gens bien, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, ceux qui font tenir le pays aujourd'hui, c'est ceux qui vont nous en sortir. Et ceux qui font tenir le pays aujourd'hui, c'est ceux que le pays voulait faire disparaître hier. On en parlait avec les gilets jaunes, etc., et tout ça. Et moi, je pense que la solution, elle viendra de nous, enfin, en tout cas, elle viendra d'en bas, elle viendra d'individus, et certainement pas des nuisibles de l'État ou de l'ONU. On vit une crise par étapes. Clairement, c'est pas, vous voyez bien que ça dégringole pas en une seule fois. Ça va prendre du temps, on va dire que c'est une crise à vitesse modérée, quoi. Mais en tout cas, on va vers une crise globale systémique, clairement. On voit bien que l'interdépendance ne fonctionne pas, que le mondialisme en réalité ne fonctionne pas. Disons que l'interdépendance, l'interaction aurait pu être géniale, mais ça demande une autonomie, en tout cas, de chaque pays. Et on le voit là avec les masques, c'est une catastrophe, et on le voit, je pourrais énumérer tellement de choses. Le fait que la Chine soit en train de redevenir, en tout cas fait tout, alors qu'elle nous a foutu dans cette merde pour aujourd'hui se présenter quasiment comme des sauveurs en mentant sur les chiffres. Vous pouvez regarder sur les graphiques du coronavirus, eux ils sont à 3800 morts depuis même pas 3400, et ils ont une mortalité de 4 par jour. Ils sont à 1,5 milliard. Franchement, mais qui croit ça, quoi, sérieusement. Enfin bon, bref, c'est encore autre chose. Donc profitez-en pour vous former, stocker, prévoir, anticiper, créer de la solidarité, prendre soin de vous, de vos enfants, de votre femme. Puis peut-être qu'on va trouver des moyens de relancer l'économie et... Peut-être c'est bizarre de faire arrêter les paysans, peut-être c'est le moment où on a besoin d'eux, parce qu'il va falloir manger l'année prochaine. Donc on va voir comment on va faire. En tout cas, moi je pense qu'il y a des moyens de relancer l'économie. Il va falloir voir comment nos maîtres le décident. Hasta la vista, on verra bien ce qui se passera. Allez, je vous dis ciao tout le monde, bye. Faire de la drogue, des femmes. On m'a forcé à prendre des drogues. Forcé? Pourquoi vous aurait-on forcé à prendre de la drogue? J'ai eu des ennuis. On m'a arrêté. J'ai fait ce que vous attendiez de moi. J'ai un spécimen d'araignée, mais je ne savais pas où la mettre, alors je l'ai avalé.